Voilà l'interface du tout premier wallet Bitcoin. Ouais, c'est plutôt sobre et ça a de quoi faire peur aux nouveaux utilisateurs. Ensuite, on a eu une petite évolution avec MetaMask qui affiche quand même une interface déjà plus sympathique et plus colorée. Et là maintenant, tu as l'interface de Rabbi devant tes yeux. C'est déjà plus clean et on comprend directement ce qu'on peut faire avec. En plus, quand tu vas venir signer une transaction, il y a un pop-up qui t'explique exactement ce qui va se passer. On a quand même fait un sacré bout de chemin sur l'interface. On est parti de quelque chose qui était quasiment exclusivement réservé aux développeurs à quelque chose qui s'adresse déjà à un public plus large. Mais s'il y a bien une chose qui n'a pas évolué avec les années, eh bien c'est la façon de sécuriser ces cryptos. La fameuse passphrase. Cette liste de 12 ou 24 mots, et d'ailleurs fun fact, ta passphrase elle est issue d'une liste beaucoup plus large. Celle-là fait 2048 mots et tes 12 ou 24 mots sont issus de cette liste-là. Je te la mets en description si ça t'intéresse. C'est utilisé pour générer les clés d'un wallet Bitcoin ou encore d'un wallet MetaMask, mais c'est exactement le même standard qui est utilisé pour générer par exemple ton wallet Ledger ou Trésor. C'est d'ailleurs ça qui fait que si demain tu perds ton Ledger et que Ledger est banni de la surface de la Terre, et bien si tu achètes un trésor et que tu viens rentrer les 24 mots dans ton trésor, ça fonctionnera tout aussi bien. C'est pour ça qu'on appelle ça un standard. Et autant c'est redoutable et ça fonctionne très bien tant qu'on a un backup. Par contre, le jour là où on a un souci avec le backup, là c'est game over, impossible de venir récupérer ton argent. Il y a d'ailleurs de très nombreuses personnes qui en ont fait les frais au début de Bitcoin, qui ne comprenaient pas encore le concept et surtout qui s'attendaient pas à ce que le prix puisse monter aussi vite, aussi fort et qui finalement n'ont pas stocké correctement leur passphrase, ce qui fait que ces personnes-là, elles ont perdu des quantités folles de Bitcoin à l'époque. Là où effectivement le système de passphrase fonctionne très bien pour quelqu'un qui est dans la tech et qui est habitué à ça, mais pour le reste du monde, ce qui doit faire quand même 99,9% de la population à peu de choses près, et ben c'est pas du tout intuitif et c'est d'ailleurs même très risqué. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, une grosse partie des gens, ils font confiance à Binance, Coinbase ou autres pour venir gérer leurs fonds à leur place. Parce que si demain tu perds ton mot de passe chez Binance, zéro souci. Tu demandes à Binance de te fournir un nouveau mot de passe, ils vont t'envoyer un mail, tu valides que c'est bien toi derrière le mail et let's go, t'as de nouveau accès à ton argent. Par contre, si ton compte a été créé sur le wallet MetaMask et que demain pour une raison obscure, t'as plus accès à ta passphrase, les 12 mots se sont envolés, tu étais sur ton petit yacht en train de faire la bringue et malheureusement le bout de papier que tu avais dans la poche sur lequel il y avait ces 12 mots, et ben pour on ne sait quelle raison, il a glissé et il s'est envolé avec le vent pour finir au fond de l'océan. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben t'as plus accès à ton argent. Ça c'est quand même un problème qu'on a depuis la création des crypto-monnaies et c'est quand même un problème sacrément violent. Parce que quelqu'un qui débarque dans l'écosystème, qui a juste envie d'aller acheter 2 NFT pour 50 balles, de pouvoir jouer peut-être à Axie Infinity ou à StepN, et ben c'est juste un blocage énorme. Et en plus le mec va pas comprendre. Parce que depuis toujours il a l'habitude que s'il perd son mot de passe, aucun souci, son mail est stocké quelque part sur un serveur, il a juste à faire la requête et il en reçoit un nouveau, ça fonctionne. Ok, donc effectivement c'est un problème pour la grosse majorité des gens. Maintenant la question à se poser c'est est-ce qu'il y a des mecs qui travaillent là-dessus, qui sont sur ce sujet et qui essayent de trouver des solutions. Et ben figure-toi qu'on arrive au sujet du jour, la fameuse abstraction de compte ou account abstraction en anglais. Mais avant de rentrer dans les détails à ce niveau-là, il faut d'abord bien comprendre comment ça fonctionne sans abstraction. À l'heure actuelle, les utilisateurs possèdent des clés. Ce sont les clés d'un compte. Il y a une clé publique et une clé privée. La clé publique permet d'identifier le compte, alors que la clé privée, elle donne le droit de signer des transactions. Ce que je viens de décrire à l'instant, ça s'appelle un external owned account. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont décidé de l'appeler sur Ethereum. Il y a également un autre type de compte, les smart contracts. Par exemple, si tu as déjà utilisé une multisig, et bien le compte sur lequel il va y avoir de l'argent est effectivement un smart contract. Il peut donc être programmé et à partir de là, on peut faire différentes choses. Comme par exemple demander que 2 adresses différentes viennent valider une transaction. Sinon, la transaction ne part pas. Du coup, le principe du multisig. Et le principe de l'abstraction de compte, c'est d'aller dans ce sens-là. De venir convertir tous les comptes classiques vers des comptes smart contracts. Et à partir de là, on peut venir imaginer beaucoup de choses différentes. On peut même imaginer un scénario dans lequel on n'aurait pas besoin de clés pour venir valider une transaction. Parce que oui, c'est quelque chose qu'on pourrait venir programmer. On pourrait par exemple venir demander un combo en 2 ou 3 authentifications. Par exemple, un mot de passe, une validation en 2 étapes avec un numéro de téléphone, un mot de passe dynamique avec Authentificator, ou alors pourquoi pas un code livré par mail. L'utilisateur pourrait donc venir choisir les combinaisons qui l'intéressent. Par exemple, certains utilisateurs voudront garder un simple mot de passe, alors que d'autres voudront une sécurité plus avancée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permettrait au plus grand nombre de personnes de venir rejoindre la crypto. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment ça qui pose un gros problème au niveau de l'adoption. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. On serait également dans un cas de figure là où on pourrait avoir d'autres adresses que la nôtre qui viendraient payer les frais de gaz. Par exemple, certains projets pourraient décider de venir payer les frais de gaz pour les utilisateurs, ce qui serait plutôt pratique pour les nouveaux utilisateurs qui débarquent et qui n'ont pas encore de quoi payer les frais de gaz. Et je pense notamment que ça c'est quelque chose qui peut devenir très puissant au niveau des play to earn, là où on aurait des tout nouveaux play to earn qui viendraient se développer, mais qui viendraient venir chercher un marché beaucoup plus large qu'à l'heure actuelle, parce que là on est clairement limité à l'heure actuelle avec le système de wallet. Et ça va encore bien plus loin que ça, sachant que grâce à ça le compte peut devenir entièrement programmable. On peut par exemple imaginer un système d'héritage. Par exemple, si un certain compte n'a pas été utilisé depuis plus de 1 ou 2 ans, et bien tous les fonds qui sont associés à ce compte là sont virés
revirer directement sur un autre compte. Alors qu'à l'heure actuelle, si tu es la seule personne à savoir où sont tes clés et comment y accéder, et bien si demain malheureusement t'es hors service, y a personne qui aura jamais accès à tes fonds. Et ça inclut même ta famille. Alors que là, on pourrait avoir une solution directement intégrée sur le wallet qui permettrait d'avoir une solution de secours au cas où le wallet arrête d'être utilisé pendant une certaine période. Évidemment, ça pourrait également être personnalisé. Une autre application qui pourrait plutôt bien fonctionner, ce serait la possibilité de venir recouvrir un compte. Par exemple, tu viens à perdre ta clé privée, eh bien on pourrait venir te demander différentes informations, comme par exemple les informations qu'on a citées tout à l'heure, et en plus on viendrait demander une validation par 2 adresses par exemple. Et si ça c'est validé, eh bien tu pourrais regagner l'accès à ton compte. Je pense que tu l'as compris, c'est vraiment un truc qui va devenir incontournable. Alors à l'heure actuelle, quelles sont les blockchains qui développent ça? Eh bien écoute, c'est un sujet qui est plutôt connu et ça fait 4-5 ans qu'on a commencé à en discuter. Et là en ce moment c'est vraiment un sujet qui prend beaucoup d'importance et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de blockchains qui en parlent concrètement. Par exemple sur Ethereum, il y a l'EIP 4337 qui parle de ça. Le projet a été lancé fin 2021 et il est toujours en cours. On peut voir qu'il y a eu une mise à jour il y a pas longtemps, il y a 3 semaines. Et c'est également un sujet qui est beaucoup discuté sur les layers 2. Exemple ZK-Sync qui travaille là-dessus basé sur une version de l'EIP 4337. Et on a exactement le même son de cloche chez Starknet. A priori chez Harmony One ils sont aussi en train de plancher sur le sujet et d'après eux il y a une version qui devrait sortir milieu d'année en Q2 2023. Et chez Phantom c'est le même combat avec une date de sortie prévue pour Q3 Q4. Alors pour une mise à jour aussi importante, faut pas prendre pour argent comptant des dates qui sont données comme ça. On l'a vu par exemple avec la mise à jour d'Ethereum 2.0, c'est quelque chose qui a été repoussé facilement 3-4 fois. Si c'est pas plus. Alors quand est-ce que ça va sortir? Bien, c'est une très bonne question. Avec toutes les grosses blockchains qui parlent de ça en ce moment, eh ben ça me semble crédible qu'on voit une première version comme ça qui sorte sur Mainnet avant la fin d'année. Et très souvent quand il y a du contenu lourd comme ça qui arrive, eh ben il faut plusieurs mois si c'est pas plusieurs années avant que les développeurs prennent bien le truc en main et qu'ils réussissent à pondre des systèmes qui fonctionnent correctement et qui sont utilisables. Autant te dire qu'on n'est pas prêt de jouer à League of Legends version blockchain avec un simple mot de passe et un pseudo. Alors ça viendra très probablement, mais on n'y est pas encore. En tout cas, c'est un très gros sujet et tu risques d'en entendre parler dans les mois qui viennent. La grosse question du coup, c'est de savoir quelles sont les blockchains qui vont réussir à mettre ça en place en premier. Et après ça, eh bien d'avoir des modèles qui fonctionnent et qui sont utilisés par les utilisateurs. On l'a déjà vu à de nombreuses reprises, c'est bien beau d'avoir la meilleure tech, le meilleur truc. Finalement, si t'as pas d'utilisateur, eh bien ça ne sert à rien. Et je me fais absolument aucun doute qu'on aura l'occasion d'en reparler avant la fin d'année. Si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour plus de contenu de ce type là. Merci de ton attention. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!